Prochaine présentation, on est heureux d'accueillir Nicolas Berthelot pour sa présentation intitulée Accompagner les futurs parents ayant un vécu traumatique, résultat du projet STEP. Bonjour. Donc, bonjour à toutes, à tous. Hello, everyone. I'll make my presentation in French, but La présentation sera en français, mais n'hésitez pas à poser des questions en anglais. to answer in both languages. On pourra répondre Mon dans nom les deux langues. est Nicolas Berthelot. Je suis psychologue de formation, professeur en sciences infirmières à l'Université du Québec à Trois-Rivières et chercheur dans le domaine des traumatismes de l'enfance. La présentation d'aujourd'hui va porter sur les travaux du programme STEP. Comme Sabri l'a introduit, le programme STEP étant une intervention qui s'adresse aux femmes enceintes, aux personnes enceintes qui ont vécu des traumatismes au cours de leur enfance. Donc, un programme qui a été financé par l'Agence de santé publique du Canada depuis 2016 déjà. Et également avec le soutien de la chaire de recherche du Canada là, en trauma développementaux. Hem, à l'intérieur de nos travaux, comment on procède? C'est que, on a plusieurs partenariats avec, les organisations qui offrent des soins de santé, des services sociaux, des milieux communautaires à travers la province de Québec, ce qui nous permet d'approcher un vaste bassin de, personnes en attente d'un enfant. Et on invite l'ensemble de ceux et celles qui sont intéressés à participer à nos travaux, des travaux qui portent sur l'expérience de la parentalité lorsqu'on a vécu des expériences difficiles. Une fois qu'on a rejoint ces personnes, on leur offre de participer au programme d'accompagnement prénatal qui est le programme STEP, si répondent aux critères d'entrée dans le programme, qui sont de considérer avoir vécu des expériences difficiles au cours de leur enfance. Et si elles sont disponibles aussi au moment où on réalise le programme qui, comme je vous le décrire un peu plus tard, est une intervention de groupe. Dans l'éventualité où les gens ne sont pas éligibles au programme, pas disponibles au moment où on leur offre quand même de participer à nos travaux de recherche. Donc, les gens vont compléter les mêmes mesures qui servent à évaluer le programme, mais simplement ne participeront pas à l'intervention. Ce qui fait en sorte qu'au final, on va se retrouver avec un protocole qu'on appelle notre protocole d'intervention, qui va nous permettre d'évaluer le programme STEP. Donc, soit les gens participent au groupe expérimental STEP, ou soit se retrouvent dans une condition contrôle où elles reçoivent une intervention alternative. Ou si elles n'étaient pas éligibles ou disponibles, vont simplement rentrer dans un protocole de recherche où ces participants-là ne recevront pas d'intervention. Ce qui fait en sorte que on parvient à faire 2 choses à travers nos travaux. D'un côté, on parvient à faire des recherches qui nous aident à mieux comprendre comment les traumatismes impactent la parentalité et d'un autre côté, on vise à mettre en place des interventions qui, on l'espère, va soutenir le bien-être au cours de la période périnatale, soutenir la santé maternelle et puis intercepter dans la mesure du possible les effets intergénérationnels des mauvais traitements. Donc ma présentation va être divisée en 2. Première partie, je vais vous présenter, heu, justement sur le plan plus fondamental, qu'est-ce qu'on s'aperçoit des effets des traumatismes sur la parentalité et sur les enfants issus de parents qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance. Puis ensuite, je pourrais vous introduire au programme STEP. Donc, si on commence par voir un peu qu'est-ce qu'on a appris dans ces travaux sur, les traumatismes et la parentalité. Hem on a pu documenter 3 choses, qui, à notre avis, sont importantes puis orientent nos interventions. La première, c'est que, comme on aura l'occasion d'en discuter, les traumatismes dans l'enfance risquent d'avoir des effets, des répercussions sur le fonctionnement, psychologique, sur la santé, le bien-être des parents au cours de la période périnatale. Ultimement, ces expériences-là risquent aussi d'avoir des effets, on dit intergénérationnels, donc impacter le développement précoce de leurs enfants.
Mais ce qui est avant tout, à notre avis, le plus important, c'est qu'on permet aussi d'identifier des mécanismes de protection dans ces effets-là sur la santé et le bien-être des mères et sur le développement de leur enfant, puis surtout des facteurs de protection sur lesquels on peut agir par des interventions, ce qui conduit à notre programme d'intervention que je vais vous présenter par la suite. Donc, premier élément, que nos travaux ont permis de mettre en lumière, c'est qu'à travers tous les gens qu'on a recrutés, près de 3000 personnes qui s'identifiaient comme des femmes qui étaient enceintes d'un enfant, c'est une personne sur 3 qui nous rapportait avoir vécu une forme d'abus ou de négligence au cours de son enfance, ce qui est énorme, hein, on s'entend? Une personne sur 3 dans une population pour laquelle le seul critère d'entrée dans l'étude était le fait d'attendre un enfant, donc pas des populations particulièrement à risque. On se retrouve avec une personne sur 3 qui a vécu des abus ou de la négligence. Et lorsqu'on élargit un peu notre définition de ce que c'est avoir un vécu traumatique pour inclure d'autres types d'expériences potentiellement traumatiques, l'intimidation prolongée alors que les adultes ne sont pas intervenus, vivre avec un parent qui était très imprévisible à la maison parce qu'il y avait un problème de santé mentale sévère, être témoin de pratiques sexuelles à la maison à un jeune âge, toutes sortes d'expériences qui risquent de compromettre le sentiment d'un enfant d'être en sécurité au cours de son développement. La moyenne dans la population générale, c'était 4 expériences potentiellement traumatiques. On avait 44. Alors on est rendu à presque la moitié des femmes qui avaient vécu au moins 4 formes d'expériences potentiellement traumatiques distinctes. Donc, ce qu'on va aborder aujourd'hui, les traumatismes de l'enfance, on n'est pas dans un sujet marginal, mais c'est un sujet qui concerne à peu près la moitié des femmes enceintes. Donc, encore une fois, notre intervention, bien qu'elle s'adresse à un sous-groupe particulier qu'on peut juger à risque, entre guillemets, s'adresse à une femme sur 2 dans la population. Ce qu'on voit lorsqu'on s'intéresse aux effets de ces expériences sur ou l'association de ces expériences puis le fonctionnement psychologique en cours de grossesse, c'est que la sévérité des mauvais traitements vécus va être associée à toutes sortes de difficultés sur le plan psychologique. Oups, j'ai avancé trop vite, attendez. Parfait. Toutes sortes de difficultés sur le plan psychologique, des symptômes dépressifs, un risque accru de symptômes de stress post-traumatique, des symptômes qu'on appelle symptômes dissociatifs, euh, des traits typiques des troubles de la personnalité. Puis que c'est à travers cet effet-là sur le fonctionnement psychologique en cours de grossesse qu'en retour, on va voir que les traumatismes risquent d'avoir des effets sur ce qu'on appelle l'attachement anténatal, donc toute la qualité des pensées que les gens vont avoir par rapport à l'enfant à naître en cours de grossesse, le temps passé à l'enfant à naître, à savoir si ce sont des pensées principalement positives ou à l'inverse, des pensées plus désagréables. Et on voit aussi à travers les difficultés psychologiques que les mauvais traitements dans l'enfance, les traumatismes de l'enfance risquent d'avoir des effets sur la perception de compétences parentales. En d'autres mots, c'est parce qu'elles présentent une souffrance en cours de grossesse qu'ils vont se considérer des parents moins compétents et qui peut-être vont avoir des doutes, des appréhensions par rapport à l'enfant. Ce qu'on voit aussi, c'est que les difficultés psychologiques que présentent les gens qui ont vécu des traumatismes risquent d'être plus complexes aussi que ce qu'on va voir chez les gens qui n'ont pas vécu ce type d'expérience. On voyait que les gens qui avaient vécu une forme de traumatisme dans leur enfance, une forme de mauvais traitement, avaient 3 fois plus de risques que les gens qui n'en avaient pas vécu de présenter des symptômes comorbides. Donc, hein, différents types de difficultés psychologiques. Les gens qui avaient vécu au moins 2 formes de traumatisme étaient 6 fois plus à risque que les gens qui n'avaient pas vécu de mauvais traitement, de présenter plusieurs formes de difficultés psychologiques. On sait plus les gens vont présenter de troubles comorbides, ben, plus le soutien qu'on va leur offrir va être souvent complexe. La médication qui va être offerte aussi risque d'être plus complexe, plus importante. Donc, ça amène certaines considérations sur le plan de la compagnie. On a vécu la COVID aussi à travers les dernières années. On vit encore toutes sortes de bouleversements actuels. De jour en jour, on en voit de plus en plus dans les médias des bouleversements sociaux qui sont anxiogènes, inquiétants. Il y a des hypothèses comme quoi les traumatismes de l'enfance éventuellement peuvent créer une forme de sensibilisation au stress, c'est-à-dire qu'une fois rendu à l'âge adulte, si on a déjà été grandement échaudé par des facteurs de stress importants dans notre enfance, il est possible qu'on réagisse plus fortement à de nouveaux stresseurs. C'est un peu ce qu'on a vécu pendant la COVID.
Où on voyait en bleu ici, c'est ce qu'on voyait avant la COVID. Ici, en bleu pâle, c'est les gens qui n'avaient pas vécu de traumatisme. Ceux ici qui avaient vécu des traumatismes dans leur enfance. On voit qu'eux ici, là, plus la barre est élevée, plus les symptômes étaient importants. Les femmes qui avaient vécu des traumatismes présentaient beaucoup plus de symptômes que celles qui n'en avaient pas vécu. Puis, au jour 1 de la pandémie, dans les premières semaines de la pandémie, où là, on a tous vécu un stress immense, ben, les femmes qui n'avaient pas vécu de traumatisme avaient un fonctionnement assez comparable à celles qui avaient vécu des traumatismes avant la pandémie. Donc, de façon générale, les femmes enceintes dans la communauté étaient très anxieuses, à raison. On ne connaissait rien, hein, sur le virus à ce moment-là, si ça pouvait impacter la survie du fœtus, etc. Et les femmes qui avaient vécu des traumatismes, eux, présentaient des niveaux disproportionnellement élevés. Puis on a vu aussi que même pendant cette période de stress-là, le fait d'avoir vécu des stresseurs importants dans son enfance, sous la forme de mauvais traitements, c'était un prédicteur très important, par exemple, de la dépression en cours de grossesse et de la période postpartum. Hem, à travers ces données-là aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que on a pu explorer un peu plus en détail le fonctionnement psychologique des femmes enceintes qui ont vécu des traumatismes dans leur enfance, puis s'apercevoir que c'est pas un groupe homogène. À l'intérieur de ça, il y a différents types de profils qu'on peut voir dans leur fonctionnement. Puis ce qui est excessivement rassurant, c'est que la moitié des personnes qui ont vécu des traumatismes importants dans leur enfance semblent très bien, fonctionner à l'âge adulte, très bien fonctionner, en cours de grossesse, pas présenter de difficultés psychologiques particulières. Donc ça, c'est la barre verte qu'on voit ici. La barre pointillée, c'est le niveau de fonctionnement des gens qui n'ont pas vécu aucune forme de mauvais traitement ou de traumatisme au cours de leur enfance. Alors, on se retrouve avec 52 des gens qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance qui ont un niveau de fonctionnement similaire au contrôle, similaire à ceux qui n'ont pas vécu d'expérience traumatique. En d'autres mots, la majeure partie des gens, même s'ils ont vécu des facteurs d'adversité excessivement importants, s'adaptent bien, semblent bien s'adapter et semblent présenter un fonctionnement préservé à l'âge adulte, entre autres au moment d'attendre un enfant dans ce cas-ci. Par contre, on a 3 sous-groupes aussi de personnes qui présentent davantage de difficultés. La barre bleue, on voit ici des gens qui présentent des difficultés modérées, surtout sur le plan psychologique, mais qui sont engagés positivement dans la maternité, mais qui peuvent quand même présenter certains symptômes anxieux, certains symptômes de stress post-traumatique. La barre jaune ici, ça reflète à des gens qui ont un profil beaucoup plus typique de ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique. Donc, vont avoir des flashbacks, des mauvais traitements vécus, des symptômes d'intrusion, vont éviter toutes sortes de situations qui leur font penser à leur expérience traumatique. Par ailleurs, il faut se souvenir que l'échantillon avec lequel on travaille, la population avec laquelle on travaille sont des femmes enceintes, puis que cette expérience-là d'attendre un enfant, de la grossesse, elle peut être très positive, très actualisante pour plusieurs. Mais en contrepartie, pour d'autres, les soins reçus, les sensations physiques vécues, les changements qui doivent être apportés en cours de grossesse peuvent être aussi des triggers, hein, des déclencheurs des expériences traumatiques vécues au cours de l'enfance, puis exacerber les troubles de stress, les symptômes de stress post-traumatique. Un peu ce qu'on voit ici avec ce sous-groupe en jaune qui est à peu près le tiers des gens qui ont vécu des mauvais traitements dans leur enfance. On a un sous-groupe plus préoccupant, les rouges ici, qui, eux, ont un fonctionnement beaucoup plus perturbé, des symptômes de stress post-traumatique, des symptômes anxieux, une présentation assez typique de ce à quoi on réfère quand on parle de troubles de la personnalité, puis qui, eux, sont le groupe qui vont s'engager beaucoup plus négativement dans la maternité, se percevoir comme moins compétentes, avoir des idées plus négatives par rapport à l'enfant à naître. Donc, tout ça pour dire que quand on travaille auprès des gens qui ont vécu des traumatismes, que ce soit comme nous en cours de grossesse ou vous dans votre travail, ben, vous le savez déjà avant que je présente aujourd'hui, que vous avez affaire à des gens tout à fait différents, chacun ayant leur histoire, chacun ayant leurs défis, mais que quand même on est capable de voir des grands sous-groupes de profils de difficultés émerger, qui sont ceux qu'on voit ici. J une brève parenthèse, là, je fais 2 brèves parenthèses sur des résultats peut-être un peu plus, nouveaux qu'on a obtenus. Peut-être un peu plus complexe aussi. De plus en plus, on parle du traumatisme complexe, hein, les complex traumas, c'est des termes que vous entendez parler au quotidien. Ce terme-là fait beaucoup référence aussi à 2 diagnostics qui ont été proposés
Un qui s'applique à la période de l'enfance, qu'on appelle le trouble de traumatisme développemental, Developmental Trauma Disorder, puis un qu'on voit à l'âge adulte qu'on appelle le complexe PTSD, traumatisme complexe. Donc, quand on parle de traumatisme complexe, en pratique clinique, on fait beaucoup référence à ces deux types de traumatismes-là, ou de diagnostic-là plutôt. Donc, quand on parle de traumatisme développemental, ça fait référence à des gens qui ont vécu, oui, des mauvais traitements, mais des mauvais traitements qui étaient vécus à l'intérieur du contexte familial, avec des figures d'attachement, qui se sont souvent retrouvés dépourvus de soutien pour faire face à ces expériences-là, puis que pour lesquelles les expériences en sont venues affecter la plupart des sphères de fonctionnement, un fonctionnement cognitif, interpersonnel, identitaire et autres. Hem, Ce qu'on s'est aperçu dans nos travaux, c'est qu'on a voulu voir, ben, comment s'adaptaient les gens qui avaient vécu des traumatismes qu'on dit développemental, donc qui présentaient ce type d'altération au cours de perturbations au cours de leur enfance. Comment ils évoluaient à l'âge adulte, puis comment ça se comparait à ceux qui ont vécu des mauvais traitements, mais qui probablement ont présenté aussi des facteurs de protection, soit individuels ou sur le plan de leur milieu. Puis ce qu'on s'est aperçu, c'est que c'est seulement ceux qui ont répondu au cours de leur enfance, de leur adolescence, aux critères de ce qu'on appelle un traumatisme complexe, ici un trouble du trauma développemental, qui se différenciaient des gens qui n'avaient pas vécu des traumatismes dans leur enfance. Ceux et celles qui avaient vécu des expériences traumatiques, des mauvais traitements, mais qui jamais ont présenté les critères de ce qu'on appelle un trouble du traumatisme développemental, qui n'est pas si fréquent là, dans la population, avaient un fonctionnement qui s'apparentait beaucoup, beaucoup, en tout cas beaucoup plus à ceux qui n'avaient pas vécu de mauvais traitements qu'aux personnes qui avaient vécu des traumas développementaux. Fait qu'il y a beaucoup d'espoir à l'intérieur je trouve, de ces résultats-là. Ça vient nous dire que oui, c'est un facteur de risque d'avoir vécu des expériences de vie adverses au cours de son enfance, mais un côté, la majeure partie des gens vont bien s'adapter. Deuxièmement, si on offre à ces jeunes-là, tôt dans leur développement, du soutien, une capacité de faire du sens de ce qu'ils vivent, qu'ils ne se retrouvent pas seuls face à ces expériences-là, il y a la possibilité de soutenir leur adaptation, puis que ça va avoir des effets qui vont persister, des effets positifs qui vont persister dans le temps, notamment qu'on va voir, nous, lorsque c'est à leur tour de devenir parents. Ça, c'est trop compliqué. Je passe, puis si on a le temps, j'y reviendrai. Compliqué, mais peut-être pas si important non plus. Hem, donc ça, c'est sûr. Ce qu'on connaît du fonctionnement psychologique des personnes enceintes qui ont vécu des traumatismes au cours de leur enfance. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit du développement de leur enfant? Ben, malheureusement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que lorsqu'on regarde assez tôt dans le développement, là, entre 6 mois et 1 an et demi, le développement de leur enfant, puis on le compare au développement d'enfants de mères qui n'ont pas vécu des traumatismes dans leur enfance, on s'aperçoit malheureusement que celles qui ont vécu des traumatismes ont des enfants qui vont présenter un développement euh, plus faible sur le plan de la communication, de la motricité fine, motricité globale, capacité de résolution de problèmes, des habiletés sociales. Donc, assez tôt dans le développement, on risque de voir ces effets potentiels des traumatismes de l'enfance des parents. Puis, ce sont des résultats aussi qu'on a répliqués dans plusieurs échantillons. On a répliqué les mêmes résultats dans 4 échantillons, puis on s'est aperçu constamment que les traumatismes des parents étaient associés à un plus faible développement sur différentes sphères du développement de leur enfant. Mais fait intéressant, ce qu'on s'est aperçu qui ouvre la porte à plusieurs questions, c'est que c'est seulement les garçons qui présentaient ces difficultés. Les filles étaient complètement préservées sur le plan de leur développement lorsque leur mère avait vécu des traumatismes, alors que c'est constamment les garçons, d'une étude à l'autre, qui présentaient davantage de difficultés sur le plan de leur développement. Fait que c'est intéressant, qu'est-ce qui se passe là? Mon hypothèse, que je formule sans avoir peur de trop me tromper, c'est que je pense qu'il y avait vraiment des différences biologiques qui sont présentes dès la période intra-utérine sur les fœtus masculins et féminins qui rendent les fœtus masculins probablement plus vulnérables en cours de grossesse, puisque les effets vont s'observer dès la naissance de l'enfant. Donc, fœtus masculin probablement plus vulnérable au stress prénatal chez les parents, alors que plus tard dans le développement, ces effets-là risquent de s'inverser un peu. Mais on en retient que les traumatismes dans l'enfance des parents, ici des mères, puis en fait, on avait un échantillon de pères aussi.
Donc ici, c'est chez les pères. On voyait la même chose se produire également. Donc, les traumatismes dans l'enfance des parents risquent d'avoir des effets précoces sur le développement de leur enfant. Puis ces effets-là, on les retrouve surtout chez les jeunes garçons. Donc, oui, tout ça, c'est inquiétant, c'est alertant, mais comme je vous dis, ce qui nous intéresse surtout, c'est pas de documenter que les traumatismes ont des effets négatifs. Ça, on le sait, hein. Puis on a des effets intergénérationnels, on le sait déjà depuis plusieurs décennies. Mais c'est de venir voir qu'est-ce qui pourrait permettre de moduler ces effets. Dans notre équipe, on s'intéresse à un construit psychologique qui s'appelle la mentalisation. Donc, la mentalisation, c'est un construit qui a été proposé par Peter Fonagy, qui, par ailleurs, si jamais ça vous intéresse, va venir faire une conférence au symposium sur les traumas chez les enfants et les adolescents à Montréal en mai prochain. Hem, donc, Peter Fonagy, ce qu'il dit, c'est que la mentalisation, c'est la capacité à comprendre le monde interne, le monde psychologique en termes d'états mentaux. Donc, d'être capable de voir que quand mon enfant fait une crise, ben, c'est pas juste parce qu'il est désorganisé, c'est peut-être parce que il a faim, il est fatigué, peut-être que c'est le plus vieux, il a eu une mauvaise journée à l'école, s'est chicané avec des amis. Donc, c'est peut-être en mesure de formuler des hypothèses comme quoi, derrière ce comportement-là que je vois chez mon enfant, qui est perturbant, peut-être désagréable, hostile, peu importe, il y a probablement des raisons derrière tout ça auxquelles je devrais m'attarder. Puis, à l'intérieur de notre équipe, nous, on a construit sur cette idée, puis on a développé un construit associé qu'on a appelé la mentalisation du trauma. Puisqu'on s'est aperçu à travers le temps que chez les gens qui avaient vécu des expériences traumatiques, ce qui semblait la plus déterminante de leur fonctionnement, c'est pas tant comment ils réfléchissaient de façon générale dans leur relation, mais c'est vraiment comment ils réfléchissaient par rapport à leur expérience traumatique. Cette capacité-là, justement, à mettre des mots sur les impacts de ce qu'ils avaient vécu sur leur fonctionnement, comment ça les a affectés quand ils étaient jeunes, comment ça les affecte aujourd'hui, si ça les a pas affectés, pour quelles raisons. Donc, justement, de mettre des mots psychologiques sur leur expérience. Ça semblait être un fort prédicteur de leur fonctionnement et de leur adaptation. Donc, en d'autres mots, quelqu'un qui a une bonne mentalisation du trauma, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est quelqu'un qui est en mesure d'identifier ses états psychologiques, ses états mentaux en relation avec les traumatismes vécus. C'est quelqu'un qui est conscient de la nature abusive de ce qu'elle a vécu, hein, qui ne dit pas que c'était normal, que c'était du bon parenting, que n'importe qui, euh, comment dire, que c'était tout à fait approprié dans le contexte. On va reconnaître que c'était inapproprié, qui réfléchit de façon congruente aux répercussions des traumas sur son développement, capable de mettre des mots sur comment ça l'a affecté à travers le temps, qui est capable d'identifier les répercussions de ces traumatismes sur son fonctionnement actuel, comment ça l'impacte comme personne, comme parent. Et si ça ne l'impacte pas, pourquoi? Comment il a pu se construire à travers tout ça? Qu'il y a une représentation cohérente des états mentaux des agresseurs dans le contexte. Des gens vont dire: «Ben, c'était de l'amour qui me donnait à travers ces comportements». Franchement, est-ce que l'amour qu'on doit à ce genre de comportement? Je ne suis pas convaincu. Fait qu'il y en a qui vont avoir ce genre de distorsion dans la façon de réfléchir à ce qui se passe dans la tête des autres par moment, dans le contexte traumatique. Donc, on a développé ce construit-là, puis ce qu'on s'est aperçu d'intéressant, c'est que, tantôt, je vous disais que bon, les traumatismes de l'enfance risquent d'impacter le bien-être, fonctionnement psychologique en cours de grossesse. Ben, ça, on le voyait juste chez les gens qui avaient des difficultés de mentalisation. Plus les gens étaient en mesure de bien réfléchir à leur expérience, ben, moins leur traumatisme d'enfance était sujet à être associé à des difficultés de leur fonctionnement, autant sur le plan de leur propre santé mentale que de leur engagement dans la parentalité. Tantôt, je vous disais, les mauvais traitements dans l'enfance ont des impacts intergénérationnels, donc on voit un moins bon développement chez l'enfant. Encore une fois, ça, c'est quelque chose qu'on voyait uniquement chez les gens qui avaient des difficultés à réfléchir à leur expérience traumatique et pas chez celles qui étaient en mesure de mettre des mots sur leur expérience, réfléchir de façon cohérente. On voit, là, je ne rentrerai pas dans le détail des graphiques, mais ce qu'on voit aussi, c'est dans leurs comportements parentaux. Travailler avec une équipe au Michigan, équipe de Kate Rosenblum et Maria Music, qui ont suivi à travers le temps des familles
des mères qui avaient tous vécu des mauvais traitements sévères dans leur enfance, puis qui avaient évalué la qualité des interactions par enfant. Encore une fois, celles qui avaient vécu des traumatismes sévères, puis qui n'étaient pas en mesure de mettre des mots, qui avaient un peu des échecs dans la façon de réfléchir à leur expérience, étaient très sujets à être désengagés dans la relation avec leur enfant, voire par moments être hostiles par rapport à l'enfant dans des séances d'interaction à l'université en laboratoire. Alors que celles qui réfléchissaient bien à leur expérience traumatique, celles-ci, presque la totalité d'entre elles étaient très engagées par rapport à l'enfant, puis engagées positivement par rapport à l'enfant. Encore plus intriguant puis intéressant, c'est qu'on a pris des prises de sang. Au début, on voulait évaluer l'effet de STEP sur le fonctionnement même biologique en cours de grossesse, parce qu'on sait que les traumatismes risquent d'avoir des effets pas juste psychologiques, mais aussi sur le fonctionnement biologique à travers la sécrétion de cortisol, l'inflammation et autres. On s'est aperçu aussi que c'est pas tant les traumatismes qui prédisaient l'inflammation puis le cortisol, c'était leur capacité de mentalisation par rapport à ces expériences-là. Donc, encore une fois, les traumas allaient être associés à plus de sécrétion de cortisol chez les femmes enceintes, ce qui n'est pas chouette pour le développement du fœtus, seulement chez celles qui avaient des difficultés à réfléchir à leur expérience des traumatismes. Puis, la même chose, on l'observait par rapport à l'inflammation en cours de grossesse. L'inflammation, c'est quelque chose qui est associé à plein de complications de grossesse, dont les grossesses prématurées, etc., puis qui risquent aussi d'avoir des effets sur le développement du fœtus dès la période intra-utérine. Donc, en d'autres mots, si je résume, c'est comme si on est en train de s'apercevoir que, oui, les traumatismes dans l'enfance risquent d'avoir des effets qui vont se maintenir à l'âge adulte sur le bien-être, le fonctionnement des parents, risquent d'avoir des effets intergénérationnels qui vont impacter le développement de l'enfant, mais que tout ça va être modulé par la façon dont les gens réfléchissent par rapport à leur expérience. Puis ce qui est chouette par rapport à ça, c'est qu'on a un pouvoir d'agir sur ça. Hein, comme intervenant, peu importe le type de travail que vous faites, je suis convaincu que, essentiellement, c'est ce que vous faites. D'aider les gens à s'arrêter, prendre un moment d'arrêt, reconsidérer ce qu'ils ont vécu, avoir une place pour qu'ils puissent en parler, s'ouvrir sur le sujet, mettre des mots sur leur expérience, peut-être voir les choses différemment à la lumière de la relation sécuritaire qu'elles ont avec vous. Donc, quand on fait ces interventions-là, on est en train de travailler leur façon de réfléchir sur leur expérience. Puis, en contrepartie, on risque d'avoir des effets non seulement sur leur bien-être, mais sur la façon dont ils s'engagent comme parents. C'est des résultats qui viennent nous dire d'une certaine façon que si on veut offrir des soutiens à la parentalité chez des parents qui ont vécu des traumatismes, ben avant de parler de l'enfant, il va falloir parler d'eux. Il va falloir leur laisser une place puis être sensible à leur propre expérience. Puis que quand on va être parvenu à faire ça, peut-être enfin ils vont parvenir à voir l'enfant pour ce qu'il est, puis lui offrir ce qu'elle souhaite ultimement offrir comme mère. Ça aussi, c'est un peu compliqué, je le passe, mais je peux y revenir si vous souhaitez. Hem, ah non, je sais que vous êtes tous des cliniciens et cliniciennes, je vais vous en parler. Hem, Ce qu'on s'est aperçu aussi, c'est que encore une fois, la façon de réfléchir à ces expériences traumatiques, il y a plein de difficultés qu'on peut présenter d'une personne à une autre, puis ces difficultés-là vont être différentes d'une personne à une autre. Donc, on a trouvé qu'il existe différents profils, hein, différents sous-groupes de façon de difficultés que les gens vont avoir à réfléchir à leur expérience traumatique, et puis que chacun de ces profils-là va être associé à une présentation clinique distincte. Donc, on s'est aperçu, si je vais rapidement, qu'il existait 5 profils, ou 6 profils, je pense. 5. Bon, le premier profil, c'est que les gens ne présentaient pas de difficultés particulières à réfléchir à leur expérience traumatique, puis que c'est associé à un bon fonctionnement, une belle adaptation. Ce n'est pas tellement surprenant. Par contre, on avait un autre sous-groupe qu'on a appelé les invulnérables, qui, eux, semblaient assez bien s'adapter. Puis leur façon de s'adapter, c'est de dire: «Mais moi, je suis passé à d'autres choses. Dans ce que j'ai vécu, j'y pense plus. C'est dans un tiroir dans ma tête. Puis, j'y pense plus, donc ça m'affecte plus». Bon, probablement, ça ne fonctionne pas comme ça, le fonctionnement psychologique humain. Ce n'est pas parce qu'on ne veut plus penser à quelque chose que ça nous affecte réellement plus, mais c'est des gens qui sont construits un peu de cette façon-là.
De façon générale, c'est des gens qui ne présentaient pas de difficultés psychologiques particulières. Ça semblait très protecteur pour eux de plus penser à ce qu'ils ont vécu. Donc, ils n'étaient pas sujets à présenter des symptômes anxieux, dépressifs ou autres. Ceci étant dit, on n'avait pas de mesures ici sur comment ça se passait dans la parentalité. Puis on sait que comme parents, on a constamment à faire face à des situations où notre enfant, lui, présente une certaine vulnérabilité, il ne va pas bien et autres. Fait que ces parents qui sont très mal à l'aise par rapport à la vulnérabilité, ce serait questionnant de savoir comment ça se passe justement dans la relation avec l'enfant. On avait un autre profil qui, eux, qu'on a appelé identifier à l'agresseur, c'est-à-dire que ils maintiennent à distance les souvenirs traumatiques, les pensées associées au trauma, en s'identifiant à des figures dominantes. Hein. C'est-à-dire que c'est des gens qui vont dire moi aujourd'hui, plus jamais je me fais avoir par les autres, hein, parce que je vais leur dire ma façon de penser, je me laisserai pas marcher ses pieds, et cetera. Donc, ils se présentent comme étant un peu hostiles de façon générale, puis pour eux, ben, c'est une façon de se protéger. En étant la figure dominante, ils ne se feront plus avoir, ils ne seront plus maltraités et autres. Malheureusement, ces gens-là qui présentaient cette façon-là de réfléchir à leur traumatisme se retrouvaient plus souvent qu'autrement dans des relations violentes, ou eux-mêmes étaient violents avec leur partenaire et étaient aussi sujets à vivre de la violence dans leur relation. On avait un autre profil qui, eux, dans la façon de réfléchir aux expériences traumatiques, étaient absorbés, hein, dans leurs souvenirs des expériences passées. Lorsqu'ils se mettaient à parler des expériences, ça prenait le dessus, leur discours devenait confus et autres. C'est des gens qui, sur le plan de fonctionnement psychologique, étaient très sujets à vivre des symptômes de stress post-traumatique, entre autres. Et on avait des gens qui avaient vraiment des échecs sur l'ensemble de nos mesures de mentalisation du trauma, puis eux avaient un fonctionnement altéré sur l'ensemble des sphères. Ce qui est intéressant, à mon avis, de ces résultats-là, c'est que dans votre pratique, probablement, vous allez identifier ces profils-là aussi, hein. Puis vous allez voir qu'il y a des gens qui réfléchissent très bien à leur expérience traumatique. Probablement que ce sont des gens qui vont avoir recours à des interventions light, hein, pas trop intenses. On va pouvoir les soutenir et ça va avoir un effet très positif. Mais déjà, dès les premières interventions que vous allez faire avec les personnes, vous allez voir que, OK, bien, il y en a que ses difficultés, c'est plus qu'elle va tomber plus absorbée dans les souvenirs traumatiques, d'autres vont devenir plus hostiles et autres. Puis de voir ça venir à l'avance, bien, ça peut nous permettre d'éviter, hein, que quand on va parler avec les gens qu'on aide euh, d'expériences difficiles qu'ils ont vécues, on est capable de voir à l'avance quel genre de réaction ils risquent d'avoir, puis d'être en train de réfléchir à comment on va intervenir dans ce contexte-là à l'avance. Donc, en somme, qu'est-ce qu'on retient de ces travaux? C'est que, les traumatismes sont fréquents dans la population générale, que c'est un facteur de risque pour le fonctionnement psychologique et parental dès la grossesse, que ça peut porter entrave à l'exercice de la parentalité, porter entrave aussi au développement de l'enfant, mais qu'il existe des facteurs de protection sur lesquels on peut avoir un effet à travers nos interventions. Puis que si on intervient, probablement que intervenir lorsque les enfants sont jeunes, à 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est bien, c'est tôt dans le développement, mais c'est déjà tard, hein, parce que déjà à 6 mois, on voit des effets des traumatismes de l'enfance, des parents sur leur développement. On voit que ça s'intrigue dans la relation d'attachement parent-enfant, dans les comportements parentaux. Déjà à 2 ans, on n'est plus en préventif, on est déjà en curatif. Fait que si on veut avoir vraiment un effet préventif, idéalement, on va essayer d'agir en amont, donc dès la grossesse. Donc, c'est ce qu'on a voulu faire à travers STEP. On s'est dit, on a identifié ce facteur de protection-là qui est la mentalisation. On pense qu'il faut intervenir dès la grossesse avec les personnes enceintes qui ont vécu des traumatismes, qui ne seront pas tellement difficiles à trouver, c'est une personne sur deux dans la population. Donc, on a développé le programme STEP. Je résume très brièvement comment on a procédé. C'est qu'avec le soutien de l'Agence de santé publique du Canada entre 2016 et 2022, on y est allé par étapes parce que cette idée qu'on avait de dire qu'il faut parler des traumatismes avec les femmes enceintes, elle est intéressante, mais elle était un peu inquiétante aussi, hein, parce que c'est une période de la vie où tu ne veux pas trop bouleverser les gens avec qui tu travailles, c'est bien pendant la grossesse. On ne veut pas créer du stress, on ne veut pas créer de tort. Donc oui, on pensait important de parler des traumatismes, mais il fallait s'assurer de le faire d'une façon sécuritaire. Donc, on a consulté des experts dans le domaine. Nous, notre équipe, nous-mêmes, on avait une expérience clinique dans le domaine.
On a créé des tables d'experts, on a créé des consultations auprès de la clientèle cible. Hem, Puis on a pu identifier que à travers l'intervention, si on voulait s'assurer d'offrir quelque chose qui était cohérent avec les résultats que je viens de vous présenter, mais aussi complémentaire à ce qui existe dans la communauté, parce qu'il existe déjà tout plein d'excellents services en périnatalité, ben, il fallait être en train d'adresser la mentalisation par rapport à soi, la parentalité, mais aussi la mentalisation par rapport au trauma. Les participantes, les parents aussi nous disaient qu'il y avait d'importants besoins qui étaient non répondus, puis que des interventions comme CEP seraient tout à fait appropriées. Donc, à partir de tout ça, on a développé le programme. On l'a présenté à des experts aussi pour s'assurer qu'il était sécuritaire et pertinent, ce que les experts nous ont confirmé. On a sondé les gens dans la population, voir s'il y avait de l'intérêt à participer au programme. Ça représentait quel bassin de la population qui serait éligible à participer au programme. On a fait consulter nos manuels à des parents qui avaient vécu des traumatismes. Donc, on est vraiment allé par étapes pour s'assurer, avant d'offrir notre tout premier groupe, qu'on avait quelque chose d'intéressant et sécuritaire. Puis, on a vu que c'est à peu près une femme sur 3 qui, était éligible au programme, intéressée à y prendre part, puis suffisamment engagée pour que quand on lui explique le programme, s'engage dans les étapes, justement pour y participer. Donc, c'était susceptible de rejoindre un bon groupe dans la population. Hem, à qui ça s'adresse, le programme STEP? Ça s'adresse aux personnes en attente d'un enfant. À travers nos consultations avec des experts, on a convenu que ça serait pertinent d'avoir des groupes distincts pour les hommes et pour les femmes. Donc, actuellement, on développe l'adaptation pour les pères et on offre depuis 2021 à peu près le programme pour les mères. Quand j'inclus mères, ben, c'est les personnes qui s'identifient comme femmes, qui sont en attente d'un enfant, qu'elles portent ou non l'enfant. Hem, Dans les critères d'inclusion, il faut qu'il y ait de l'intérêt à participer au programme, puis qui considèrent avoir vécu des expériences difficiles au cours de leur enfance. Ça ne s'adresse pas pour l'instant aux personnes mineures, ça ne s'adresse pas aux gens non plus qui ont des difficultés à ce point importantes, qui n'ont pas la disponibilité psychologique pour réfléchir en cours de grossesse. Si la personne est suicidaire, vit de la violence active importante, problème de toxicomanie, on juge que des besoins prioritaires doivent être adressés par d'autres interventions. Donc, ultimement, ce qu'on a développé, c'est un programme qui s'étend sur 9 rencontres, qui s'offre en groupe à des personnes enceintes qui ont vécu des expériences difficiles au cours de leur enfance, qui s'adresse autant à des femmes qui présentent de la détresse, des symptômes psychologiques, de la souffrance, que des gens qui considèrent bien aller, puis être positivement engagés dans la grossesse. Puis, c'est un programme d'accompagnement où on amorce un certain travail réflexif, on partage de l'information, on anime des activités réflexives, on facilite les échanges. On focus beaucoup sur le ici et maintenant, donc on ne veut pas se replonger dans les souvenirs traumatiques passés. Sur même qui est distinct d'une psychothérapie qui, elle, irait beaucoup plus en profondeur, hein, dans bien des cas, va être complémentaire. C'est pas un problème d'éducation parentale non plus. On n'est pas en train d'enseigner des habiletés comportementales ou de dire aux gens comment ils devraient être comme parents. Au contraire, on veut les aider dans une réflexion sur c'est quoi leur force personnelle, comment elles souhaitent être, qu'est-ce qu'elles doivent mettre en place pour y arriver. C'est pas un groupe de soutien de pairs dans le sens où, oui, il y a du soutien qui va s'offrir entre les pairs dans l'intérieur du programme, mais à l'intérieur d'activités, somme toute, structurées et dirigées. Donc, ce n'est pas les gens qui participent au programme qui vont faire l'agenda de la rencontre. C'est un programme qui repose sur certaines idées simples, entre autres que devenir parent, c'est un stresseur. C'est un stresseur parce que à peu près tous les ingrédients du stress y sont. Ça implique de la nouveauté, de l'imprévisibilité, ça implique une menace à l'ego, etc. Donc, c'est pas parce qu'on vit un stresseur que tout le monde va réagir avec du stress par ailleurs. Plusieurs personnes vont trouver ça une période très agréable, mais un certain nombre vont ressentir du stress. Pourquoi? Parce que c'est une période qui est, somme toute, objectivement stressante. Hem, L'idée aussi qu'un parent se développe en même temps que l'enfant. Donc, dans la plupart des soins prénataux, on se met à envisager l'avenue de l'enfant, on enseigne aux parents comment il va devoir changer des couches, comment il se doit préparer à l'arrivée de l'enfant. Alors que dans STEP, un peu à la lumière de ce que je vous ai dit tout à l'heure, notre attention, on la porte davantage aux parents. Hein, on pense que c'est en lui accordant, en étant sensible à sa propre expérience, que la personne va pouvoir faire cette expérience-là, que quelqu'un a été sensible à son égard,
puis qu'après ça, on va pouvoir voir l'enfant. Donc, on focus beaucoup plus sur le parent qui se développe que sur l'enfant à venir. En fait, c'est en gradation. Plus ça va dans le programme, plus on se met à parler de l'enfant. Puis, ça repose sur le prémisse que une histoire traumatique, c'est un défi supplémentaire. C'est pas une condamnation à ce que les choses se passent mal. Puis on l'a bien documenté aussi. Mais c'est certainement un défi de plus qui se rajoute dans la trajectoire de la personne avec laquelle elle doit être en train de composer. Ce qu'on souhaite avant tout, c'est soutenir la résilience, donc la capacité de la personne à s'adapter dans ces circonstances. On va soutenir la résilience en essayant de soutenir la mentalisation, comme j'ai parlé, puis à travers sa dimension systémique, c'est-à-dire à travers le maillage entre la personne et son réseau de soutien. Donc, il y a un certain nombre d'activités qui visent vraiment à accroître la recherche de soutien, puis à bonifier le réseau de soutien autour de la personne. Puis on s'attend qu'en soutenant la mentalisation, le soutien, bien, ça va avoir des effets en retour sur le bien-être, l'engagement dans la maternité et la qualité de la relation parent-enfant. Avec la pandémie, on a dû l'adapter le programme pour l'offrir en ligne. Puis actuellement, on n'est pas retourné en personne encore parce que notre recrutement est interprovincial. Donc, on a des gens qui sont à Montréal, d'autres qui sont à Québec, d'autres en Gaspésie. Donc, le programme s'offre bien en ligne dans ce contexte-là. Puis c'est un programme qui s'offre par deux co-animateurs également. Donc, j'avance rapidement sur les détails du programme. Ici, vous voyez un peu la structure. Je ne rentrerai pas dans les détails encore une fois, mais à l'intérieur des 9 rencontres, tout ça est séparé en 3 grandes sections. La première section, c'est ce qu'on appelle devenir mère, où on focus vraiment sur l'expérience de la grossesse. Comment les femmes se sentent en cours de grossesse, c'est quoi les émotions positives, les émotions plus négatives qu'elles vivent, etc. Donc, on focus vraiment sur cette période-là d'adaptation qui est la grossesse à travers plusieurs activités. La deuxième portion qu'on appelle regard sur mon histoire, c'est un moment où là, on pose un peu plus un regard sur qu'est-ce qui s'est passé antérieurement, qu'est-ce que les gens ont vécu, puis comment ça les affecte aujourd'hui comme personnes et comme parents. Et la dernière partie, regard vers l'avant, on se projette un peu sur leurs besoins, leurs forces, leurs défis, qu'elles envisagent venir dans le futur. Je ne rentrerai pas encore une fois dans les détails de tout ça à ce moment-ci, mais il y a plusieurs objectifs qu'on va viser et qui vont être différents d'une section à une autre du programme. Qu'est-ce qu'on a vu de l'évaluation? Parce que le programme a été évalué depuis le départ. Mais la première chose, c'est que les participants ont beaucoup apprécié leur expérience, hein. Donc, si on leur demandait après chaque session d'évaluer de façon anonyme s'ils avaient trouvé le programme utile, s'ils avaient appris des choses, s'ils avaient fait des prises de conscience, s'ils étaient motivés pour la suite des rencontres, et s'ils avaient trouvé les rencontres difficiles émotionnellement parlant. Puis, on voit que ça plafonne là, d'une rencontre à l'autre. De façon générale, les gens ont rapporté des bénéfices importants. Le dernier graphique ici, c'est le fait d'avoir trouvé difficile les activités. On voit que la moyenne se situe entre 2 et 3 sur une échelle de 1 à 5, ce qui est bien, hein, parce qu'on ne veut pas que les gens sentent aucune émotion. Ce ne serait pas tellement thérapeutique, mais on ne veut pas non plus les déréguler à travers les contenus qu'on aborde. Donc ici, on se retrouvait même dans les rencontres plus sensibles sur les traumatismes avec une moyenne de 3 sur l'échelle de 1 à 5 maximum. On a fait une analyse qualitative aussi où on a remis l'ensemble, on fait des entretiens après les rencontres du programme, puis on a remis l'ensemble du matériel d'entretien à une sage-femme indépendante de notre équipe, puis elle a fait une analyse du contenu des entretiens de satisfaction. Puis, c'est vraiment des résultats excessivement intéressants où ce que les participantes avaient rapporté, dans l'ensemble, avaient beaucoup bénéficié du programme, puis nous avait dit que c'est un programme qui favorisait en fait l'exploration de soi et le bien-être. Puis ce qui soutenait cette exploration de soi et le bien-être, c'était d'abord la forme du programme, le contenu du programme, les activités, etc. Ensuite, le collectif entre mères, le fait de se retrouver en groupe de mères qui avaient vécu des choses similaires. Et troisièmement, le cadre d'animation sécurisant. Puis que nous devons faire beaucoup de détails. Encore une fois, ça, c'est des choses qu'on a déjà publiées dans un article. Si ça vous intéresse davantage, j'invite à le consulter. Mais c'était très intéressant de voir ça, puisque ce que les participantes rapportaient sur le programme, leur expérience du programme, c'était très cohérent avec ce qu'on visait faire quand on a développé l'intervention.
façon intrigante aussi, ce qu'on voit, c'est qu'à peu près, un peu moins qu'une personne sur deux, 44 commençait le programme, puis on fait des évaluations avant le programme pour s'assurer que, comment va la personne, s'assurer d'offrir les bons soins, les bons services et cetera, puis s'assurer qu'on ait le bon programme pour elle. Ça nous permet à travers ces entretiens-là aussi de voir s'il y a la présence ou non de troubles psychologiques, de diagnostics psychiatriques. C'est à peu près 44 des gens qui commencent le programme en souffrant d'un trouble, là, que ce soit qui sont actuellement en dépression, qui ont un trouble anxieux sévère ou autre. Puis au terme du programme, c'est des taux qui chutent quand même pas mal, hein, où on est à peu près à 13 à ce moment-là qui rencontrent encore les critères d'un trouble. Fait que est-ce que c'est à travers le progrès qu'ils ont fait dans l'intervention que les progrès sont assez importants pour que ça diminue grandement la souffrance? Ça va rester à prouver. Mais si on regarde ce qu'on voit dans nos entretiens au même temps de mesure chez les gens qui ont pas participé à l'intervention, c'est la ligne pointillée, vous voyez, parce que c'est quand même beaucoup plus élevé que ce qu'on voit là au terme du programme chez les gens qui ont fait les 9 rencontres. On a des données préliminaires qu'on est en train d'analyser parce qu'on est encore en collecte de données. Là, c'est avec des plus petits sous-groupes là, qu'on avait lors de nos analyses. Une vingtaine de personnes qui ont participé à l'intervention et 16 personnes, je ne me trompe pas, qui ont l'intervention alternative, qui est une intervention sur le bien-être psychologique au cours de la période périnatale. La ligne bleue, c'est les participantes au programme STEP. On voit que les participantes au programme STEP s'étaient beaucoup améliorées sur la régulation de leurs émotions, beaucoup améliorées aussi sur ce qu'on appelle les traumas non résolus, donc comme si ça avait contribué à résoudre leur expérience traumatique, ce qu'on ne voyait pas chez les participants du groupe de contrôle. Davantage d'affects positifs aussi au terme du programme qu'au début, moins d'affects négatifs chez nos participantes, moins de dépression, moins d'anxiété, problème de sommeil, ça augmente entre le début du programme puis la fin, pas parce que l'intervention ne marche pas, c'est parce qu'au troisième trimestre de la grossesse, à 37 semaines, il y en a plusieurs qui dorment moins bien. On peut comprendre pourquoi. Puis la recherche de soutien social, ça augmentait dans les participantes qui avaient participé au groupe d'intervention et non chez ceux qui recevaient l'intervention de contraste. Donc, pour l'instant, on semble voir des bénéfices qui sont là quand les gens reçoivent le programme CEP, même pas quand ils reçoivent d'autres types d'interventions. Si vous êtes d'accord, on a tout récemment, Marie-Ève Grisé-Bolduc a fait des capsules vidéo avec les participantes au programme. Donc, on les a invités parce qu'un défi qu'on a, c'est un nouveau programme. Il n'est pas connu. Quand on invite des gens à dire hey, ça serait fun, tu viens de parler de tes traumatismes pendant la grossesse, il y en a plusieurs qui sont intrigués, mais qui ont un point d'interrogation à savoir si c'est une bonne idée ou pas. Donc, pour faire connaître ce programme-là, on a développé des capsules vidéo où des participants venaient nous parler de leur expérience et autres. Puis, dans une de ces capsules-là, Marie-Ève demandait ben, si ça avait 3 mots à dire sur le programme STEP, qu'est-ce que ça serait? Fait que si vous êtes d'accord, on va présenter cette capsule. Comment je pourrais décrire en 3 mots le programme STEP? Moi, dans le fond, premièrement, croissance personnelle, parce que justement, c'est des activités réflexives sur soi. Fait que ça permet vraiment de justement évoluer en tant que personne. Je dirais ensuite, comme deuxième mot, se recentrer, parce que justement, ça nous a permis juste de voir qui qu'on est, de mieux situer pour mieux avancer, justement. Puis en dernier, ben c'est sur outillage, parce qu'avec les supports visuels, les activités, puis aussi les pictogrammes qu'on avait, ça permet vraiment d'avoir des meilleurs outils pour affronter, si on peut dire, les situations qui peuvent survenir à différents moments dans la maternité, là. Si j'avais à décrire le programme STEP en 3 mots, je pense que ça serait accueil, bienveillance, puis force. Soutien, écoute, puis le respect. Si j'avais à décrire le programme STEP en 3 mots, je dirais convivialité, apprentissage et introspection.
Si j'avais à décrire le programme STEP en 3 mots, j'irais avec développement, avec douceur et perspective. Moi, je recommanderais le programme STEP à une autre femme enceinte, que ça soit son premier ou son deuxième, parce que je pense que ça m'a mieux préparée à ce beau défi-là, qu'est de devenir parent. Puis ça, je pense que ça m'a aidé à mieux le faire, puis à mieux apprécier l'expérience. Mais c'est sûr que moi, je recommanderais le programme STEP à n'importe quelle femme, dans le sens que je pense que peu importe justement que tu as vécu des gros ou des petits traumatismes, il n'y a pas de petits traumatismes, mais en tout cas, peu importe qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie. Je recommanderais le programme STEP à une autre femme parce que je trouve vraiment que ça brise l'isolement, puis ça crée un petit réseau de soutien pour les femmes enceintes et les futures mamans. Il y a plein de belles raisons pourquoi je recommanderais le programme STEP aux autres mamans ou aux autres futures mamans. Tu sais, on fait souvent des cours prénataux, mais je pense qu'on néglige un peu le volet psychologique. Puis je pense que ça, c'est vraiment un bel atout à faire. Surtout durant le temps d'une grossesse, j'ai l'impression que on plonge plus en nous-mêmes. En tout cas, par rapport à moi, j'étais vraiment plus connectée avec moi-même, avec mon petit enfant à l'intérieur. Puis ça m'a permis d'aller encore plus loin dans ma préparation à devenir maman. Puis je pense vraiment que tout le monde devrait le faire, en fait. Aussi simple que ça. On remet un certificat et un petit ourson aux femmes lorsqu'elles ont complété le programme pour souligner leur engagement. C'est significatif parce que ça marque la fin de l'aventure STEP, mais aussi le début de l'aventure avec leur enfant. Souvent, les femmes nous envoient des photos avec leur bébé et leur petit ourson. Ça nous fait vraiment chaud au cœur de voir ça. Ça symbolise non seulement la force que les femmes ont trouvée en elles-mêmes, mais aussi l'amour et l'espoir qu'elles portent à leur bébé. Pour nous, ce petit toutou-là représente une histoire de transformation et devient en quelque sorte un pont entre le passé et l'avenir. C'est chouette de voir ces beaux mots des participantes. En tout cas, nous, ça nous émeut. Je vais juste terminer ma présentation sur le fait qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent aussi. On travaille avec un groupe actuellement à co-développer une nouvelle intervention basée sur les mêmes idées que le programme STEP, mais pour les femmes qui ont une trajectoire migratoire, qui, eux, ont des besoins différents. Puis on travaille aussi avec la communauté Atikamekw de Wamtashi à aussi réfléchir à quelle forme pourrait prendre un soutien au cours de la période périnatale qui intègre cette question-là des traumatismes. Fait que c'est des travaux qui sont actuellement en cours, justement, avec le soutien du financement de l'Agence de santé publique du Canada. Puis j'ai hâte de voir ce qui va émerger de ces beaux échanges. Des défis aussi, on est en train d'implanter, on tente d'implanter le programme dans le réseau de santé et services sociaux au Québec. On a formé des équipes en Saskatchewan, en France, bientôt en Allemagne aussi. Le plus gros défi qu'on rencontre, c'est de savoir comment identifier les participantes au programme, puisque de venir sonder les expériences traumatiques dans des rendez-vous médicaux à 12 semaines de grossesse, c'est pas simple à travers le reste des choses qui sont évaluées. Fait que ça, c'est le gros défi qu'on a à résoudre, puis que tout le monde a à résoudre, là, peu importe les équipes qu'on a formées ailleurs à travers le pays ou internationalement. Donc, sur ce, je vous remercie de votre attention. Il nous reste quelques minutes pour les questions et les échanges, mais merci beaucoup pour votre écoute en ce début d'après-midi. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta présentation. Donc, si vous avez des questions, je peux venir vous amener le micro, Thérèse. Oui, je trouve ça extrêmement intéressant, mais je peux pas m'empêcher de penser à des situations qu'on rencontre chez nous où il y a des jeunes filles qui décident de poursuivre leur grossesse, là, mais dans des difficultés, là, et qui, à un moment donné,
Des fois, ils prennent la décision juste quand ils viennent le temps de mettre leur enfant au monde, de donner leur enfant en adoption dans la famille élargie. Fait que c'est une situation auquel je pense, puis j'imagine que un programme comme ça peut accompagner justement des jeunes mères comme ça pour les préparer dans tous les questionnements qu'ils vivent pendant leur grossesse. Miigwech. Merci, Thérèse, pour ce commentaire. Puis, en effet, c'est ce qu'on souhaite, hein. C'est ce qu'on souhaite d'accompagner déjà les gens dès tôt dans la grossesse sur une réflexion sur leur propre état psychologique, leur propre engagement dans la maternité, qu'il y a une place pour parler de leurs craintes, de leur appréhension, aussi des éléments positifs de tout ça, qu'il y ait un contact avec d'autres mamans qui vont servir aussi de modèle à travers ça. Donc, dans le meilleur des cas, ben, il va y avoir un cheminement qui va être fait, dont l'issue va être positive. Mais ceci étant dit, nous, on travaille beaucoup basé sur la mentalisation, mais mentaliser, c'est quelque chose qui se fait quand on est en sécurité. Donc, il faut que le traumatisme soit passé. Si la personne est dans une situation traumatique actuelle, c'est pas le temps de réfléchir, c'est le temps de se protéger et puis d'agir pour se mettre en sécurité. Puis je crois qu'il y a beaucoup des mamans à qui vous faites référence qui sont actuellement dans des situations traumatiques. Puis que dans ces contextes-là, ce qu'on va vouloir faire avec elles, c'est pas justement les aider à réfléchir davantage, faire du sens, mais de venir voir qu'est-ce qu'elle doit faire ici et maintenant pour se protéger. Donc ça va faire partie de la réflexion, à savoir, dans un contexte où il y a un traumatisme actif, qu'est-ce qu'on fait? Ce ne sera pas la même chose que ce qu'on fait ici actuellement. C'est pour ça que le travail qu'on fait aussi avec la nation Atikamekw à Waimantashi doit intégrer tout ça, où on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux de grossesse adolescence, beaucoup d'enjeux de consommation, de violence. Comment on va aborder tout ça? Ben, ça va être quelque chose de différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Je vois le temps qui file, il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il y a une dernière petite question, commentaire, réaction? Merci. Pardon à mon français, je vais l'essayer. Je veux savoir, euh, est-ce que tu peux qualifier l'impact de mentalisation sur l'identité des femmes? Comme comment ça interacte avec sa identité? Ben, c'est une excellente question, puis ça nous ramène à la seule diapo que je ne vous ai pas présentée, où j'aurais dû, hein? C'est qu'actuellement, ce que je déplore là, comme clinicien qui travaille autour de la période périnatale, c'est que bien qu'il existe à peu près 300 types de troubles de santé mentale et autres, là, on dirait que quand vient la grossesse, il y en a juste un, c'est la dépression. Hein, on évalue la dépression postpartum, on s'intéresse juste à la dépression, comme si le reste n'existait pas. Puis, à travers nos analyses, on a voulu justement voir à travers toutes les mesures qu'on avait, c'était quoi qui était le plus central au fonctionnement psychologique des femmes enceintes. Puis la dépression en fait partie. Donc, tu sais, les symptômes anxio-dépressifs, on voyait que c'était vraiment comme un noyau central, là. Vous n'avez pas besoin de comprendre ça, même moi, je ne comprends pas, mais c'est un noyau central au fonctionnement psychologique des femmes enceintes. L'autre noyau central, c'est celui que vous nommez, c'est l'identité. Donc, c'est important quand on veut offrir une forme de soutien au cours de la période périnatale de ne pas juste s'intéresser aux symptômes anxieux et dépressifs, mais s'intéresser à l'identité. Qui je suis comme personne, d'où je viens, où je veux aller, comment je veux être comme mère. Ce genre de questions-là deviennent excessivement importantes. Puis quand je nomme ces questions-là, ben, c'est un peu ça mentaliser, c'est commencer à mettre des mots sur ça. Fait on espère qu'à travers ce qu'on fait, on travaille, oui, certains symptômes, mais on travaille aussi l'identité, ou en tout cas qu'on ouvre une porte à réfléchir à ces éléments-là. Puis il y en a pour qui ça va soulever des questions qui n'auront pas la réponse, mais ça va leur donner le goût de participer à d'autres interventions comme celles que vous offrez, parce qu'une des visées qu'on a, on sait qu'on ne réglera pas tout, mais c'est de créer de l'ouverture à aller profiter après ça d'autres types d'interventions qui vont s'offrir par la suite. Un gros merci à Nicolas Berthelat pour sa présentation.